ça arrive. Et finalement, cette vulgarisation, même au travers de Céline Alvarez, qu'on en pense du bien ou du mal, d'elle-même et de ce qu'elle a fait, ça a répandu chez des parents qui connaissaient rien de tout ça, cette idée que l'école, ça peut être autrement, ça peut être interage, que ça peut consister à ne pas évaluer des petites maternelles, etc., ou les évaluer autrement. Donc finalement, il y a aussi quelque chose d'assez positif là-dedans. Tout à fait. Je parle d'effet ciseau dans le livre en disant il y a un effet ciseau qui est, vous savez, d'un côté, il y a la montée de cette aspiration qui est liée à des formes d'individualisme, à la mort des sociétés holistiques, etc. Et d'un autre côté, il y a aussi, il faut bien le reconnaître, une forme d'immobilisme de la forme scolaire qui atteint maintenant ses limites et dont beaucoup de parents, à juste titre, considèrent que les pratiques qu'elle engendre sont contraires avec la société qu'ils espèrent. Et on peut voir dans cette statistique le résultat de cet effet ciseau, en grande partie. Et je suis assez d'accord avec votre analyse. Ce qui serait dangereux, c'est que on ne puisse penser d'alternative à la forme scolaire traditionnelle qu'en dehors de l'éducation nationale et de l'école publique. C'est ça qui serait très dangereux. Je parle de la forme scolaire parce que je crois que vous avez reçu mon collègue Vincent Fayet qui vient de publier un ouvrage extrêmement intéressant où il associe sa pratique pédagogique avec l'histoire de l'école mutuelle, enfin, il fait le lien avec l'histoire de l'école mutuelle, l'entraide entre élèves, etc. Moi, je fais partie de ceux qui pensent, comme lui, que la forme scolaire, c'est le noyau dur. Forme scolaire, c'est l'idée que l'enseignement n'est efficace que s'il se fait avec des élèves du même âge, du même niveau, qui font la même chose en même temps. Immobile et silencieux. Alors, si possible, immobile et silencieux. Mais du même âge, du même niveau, qui font la même chose en même temps, ça veut dire qu'on vit avec ce que André de Peretti appelle le mythe de l'homogénéité identitaire. Tout le monde doit être pareil. Comme ça ne marche pas, parce que ça ne peut pas marcher, puisque tous les enfants sont différents, une histoire différente, une manière de comprendre différente, il y a forcément une externalisation. Puisqu'on cherche l'homogénéité en interne, il y a l'externalisation du traitement de la difficulté. Et si l'externalisation du traitement de la difficulté ne suffit pas, il y a l'exclusion du réfractaire. Donc c'est un système que j'ai appelé dans des travaux antérieurs le système de la centrifugeuse. Pour avoir la classe homogène au centre, c'est comme dans une centrifugeuse, pour avoir un produit bien homogène, il faut rejeter à l'extérieur tout ce que l'on ne peut pas digérer et intégrer et homogénéiser, et le rejeter le plus loin possible. D'où les travaux qui existent aujourd'hui sur, par exemple, la médicalisation de l'échec scolaire comme une espèce d'automatisme qui est en train de se répandre chez un certain nombre de cadres et de collègues de l'éducation nationale, d'où la multiplication des structures parallèles et marginales de soutien scolaire, d'où l'extraordinaire prolifération des aides de toutes sortes, défiscalisées. Hein. Je discutais avant-hier avec Jean-Paul Delahaye qui a travaillé sur la misère en milieu scolaire et la grande pauvreté en milieu scolaire. Il chiffre à 500 millions d'euros le coût de la défiscalisation des cours particuliers de type Academia, etc. Puisque vous savez que si vous faites donner des cours particuliers à vos enfants par Academia ou par je ne sais trop quelle autre officine privée, vous pouvez en déduire 50% de vos impôts, puisque c'est considéré comme de l'aide à la personne. C'est 500 millions d'euros. Hein, 500 millions qu'on pourrait utiliser dans l'éducation nationale à d'autres fins, me semble-t-il, que pour entretenir ces officines privées d'échecs scolaires. Mais on est bien dans un système où la forme scolaire, parce qu'elle exclut la coopération, l'entraide, la gestion de l'hétérogénéité, toute une série d'autres techniques, comme les techniques Freinet par exemple, recentre sur l'homogène, externalise la difficulté et exclut le problème, dans une espèce de logique totalement imparable. Et
Merci. Juste un point. Il y a une chose qui me frappe, c'est que, en fait, ces écoles Il faut parler fort pour les gens qui font ce Pardon. mot. Ces écoles alternatives semblent avoir une méconnaissance totale de l'enfant, de la psychologie de l'enfant, cette liberté, en fait, les enfants, ils ont besoin d'être nourris, et l'adulte, il est là pour les nourrir, et s'il n'y a pas d'adulte pour les nourrir, ils tournent en rond. Et ils demandent aussi de l'exigence, ils demandent de la rigueur, ils demandent qu'on leur demande des choses. Ils ne demandent pas une liberté absolue. D'autant plus que dans l'immense majorité de ces situations, et je pense en particulier aux écoles démocratiques, mais aussi à certaines formes d'éducation, d'instruction en famille, ce qu'on abandonne en autorité et en contrainte, on le récupère très largement en séduction. Et la séduction est bien évidemment beaucoup plus difficile comme type d'emprise pour s'en dégager que certaines formes traditionnelles d'autorité et de contrainte. Donc nous sommes là au cœur d'un problème de société qui est très large aussi, et qui renvoie à la séduction que peut exercer aujourd'hui sur un certain nombre d'adolescents, les théories du complot, ou un certain nombre de choses comme ça. Nous sommes dans une société de la séduction, Baudrillard avait dit des choses très, très fortes là-dessus, et la séduction est une contrainte soft, c'est une contrainte qu'on tolère parce que, d'une certaine manière, on a le sentiment de n'obéir qu'à soi-même dans ce processus d'identification fusionnelle qu'on a avec l'autre. Donc, quand André Stern grandit en apprenant du violon, le processus d'identification avec ses parents fonctionne admirablement bien. Il n'y a pas besoin de contraintes, d'une certaine manière. La difficulté, c'est que la séduction et l'emprise peuvent fonctionner indépendamment de toute règle et de tout collectif, et indépendamment de tout principe, au sens d'un principe de justice, d'un principe de démocratie, d'un principe d'égalité, d'un principe de société. Très rapide, moi je suis assez d'accord avec sur l'idée ni gauche ni droite. Ce que j'exprime dans le livre, c'est le déni des finalités, qu'on voit très bien à travers l'utilisation des neurosciences et de l'évidence-based practice et tous ces machins-là. C'est-à-dire que j'essaye de montrer que toute conception éducative combine trois réalités. Combine un choix qui est toujours un choix sur quel type d'enfant pour quelle société. Combine des connaissances que l'on va privilégier à un moment donné, dans un contexte donné, et dont on va se servir pour étayer l'éducation que l'on met en œuvre, et combine des institutions et des outils. Si on regarde Montessori, si on regarde Freinet, si on regarde, on voit ce choix-là. Aujourd'hui, ce qu'on nous présente, c'est une sorte de modèle tronqué, où il y aurait une sorte d'applicationnisme direct entre des connaissances scientifiques et leur utilisation pédagogique. Et cela permettrait de s'exonérer de tout choix politique. Il n'y aurait pas d'alternative à cela, puisqu'on se baserait sur la vérité scientifique. Mais on oublie de dire que construire l'éducation sur la vérité scientifique est un choix, que l'éducation est tout sauf une science, que la recherche éducative peut être une science, mais que la pratique éducative ne peut jamais en être une, et que si elle en était une, ce serait le meilleur des mondes d'Huxley ou 1984 d'Orwell. Ça, c'est une pratique éducative scientifique, mais elle est scientifique parce qu'elle est l'objet d'un choix qui est le scientisme, c'est-à-dire le remplacement de l'éducation par le dressage. Donc là, moi je suis complètement d'accord avec cette idée, et parmi les points importants pour riposter, justement,
c'est de dire non, vous n'êtes pas neutre, non, vous n'êtes pas objectif, non, vous n'êtes pas scientifique, non, vous n'êtes pas ce que vous prétendez être, c'est-à-dire ce qui fonderait une éducation sur la vérité avec un grand V. Vous fondez l'éducation sur des choix que vous nous cachez, que vous esquivez, que vous mettez sur le compte de certaines options que vous considérez comme scientifiques, mais qui sont des options en réalité politiques, bien évidemment. Et à cet égard, moi je crois que dans une société individualiste et dans une société où le capitalisme pulsionnel tel que le décrit Stigler l'emporte sur la construction de la pensée, on ne peut pas ne pas faire de choix. Et on ne peut pas ne pas faire de choix politiques en matière éducative. Et il faut les assumer, ces choix, pour aller ensuite chercher comment les concrétiser à travers un certain nombre de connaissances et de savoirs que nous offrent les sciences, et comment les mettre en œuvre à travers des pratiques comme celles que certains pédagogues, on évoque Freinet, on pourra en évoquer d'autres, en particulier la pédagogie institutionnelle de Fernand Houry, ont pu mettre en œuvre. D'ailleurs, quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, la pédagogie républicaine d'un Buisson, elle n'est pas neutre, elle est profondément politique. Si Buisson fait de la lecture l'axe essentiel de l'institution de l'école de la République, c'est pas pour lire les manuels des machines agricoles ou les affiches électorales ou les instructions de la mairie. C'est parce que Buisson est un protestant qu'il a, pendant le Second Empire, été complètement imbibé de cette conception protestante à Genève, où il était exilé, à Genève et Lausanne, où il était exilé, qu'il fallait désacramentaliser l'enseignement catholique. L'enseignement catholique, c'est l'enseignement du sacrement. Hein. Dubé dit ça, il a raison. Hein. Le prof agrégé, c'est un peu comme le curé ordonné. Hein. Le curé ordonné, s'il viole la bonne, l'Eucharistie est toujours valable. Le prof agrégé, s'il ne se forme pas, l'enseignement est toujours bon. Hein. Même 50 ans après. Donc, il y a une espèce d'essentialisation très catholique et très verticale et très sacramentelle que le protestantisme va combattre, qui va combattre parce que le protestantisme, c'est la première religion qui traduit la Bible en langue vernaculaire. Hein. Même avant les protestants, Jean Hus, Valdo traduit la Bible en langue vernaculaire. Les protestants traduisent la Bible en langue vernaculaire. Quand on trouve en France quelqu'un en possession de la Bible, il est banni ou exécuté parce qu'il a l'outrecuidance de ne pas s'en tenir au missel. C'est quoi le missel? Le missel, c'est un choix de texte choisi par les clercs qui ne peut pas être discuté par les fidèles. La Bible, c'est un texte auquel le fidèle a directement accès. Et quand Buisson dit « il faut que les enfants apprennent à lire », il dit « il faut que les enfants apprennent à lire pour n'avoir à croire personne sur parole ». C'est parce que l'enfant doit être formé pour aller lui-même chercher la vérité, pour aller vérifier ce qui est dit et ce qui est écrit ici ou là, pour qu'il entre dans cette culture écrite qui est une culture de la recherche et qui est nécessaire à la construction de la démocratie. Il n'est pas du tout dans une neutralité technicienne. La lecture, ce n'est pas pour lui de la technique. La lecture, c'est un projet politique très clair. Alors on peut discuter sur protestantisme, catholicisme, etc. Mais on voit bien que Buisson, sur le plan, on va dire, universitaire français, a perdu. C'est-à-dire que le catholicisme est toujours triomphant. Hein. Le modèle sacramentel de la distribution des savoirs est toujours le modèle dominant. Hein, et qu'à ce titre, la pédagogie républicaine, telle qu'elle a été formalisée par Buisson, n'a pas réussi à imposer sa conception à l'institution tout entière. Alors, malgré tout, et c'est un des derniers points peut-être à évoquer, je ne suis pas sûr que l'on puisse définir l'école comme un lieu politique au sens où l'on y ferait de la politique avec les élèves. Elle est un lieu politique au sens où elle est un lieu qui présuppose des choix politiques, mais sur le plan du travail avec l'élève, moi je serais assez d'accord pour dire avec Hannah Arendt que c'est un lieu pré-politique. Pas pré-politique au sens où elle serait hors de la politique, mais pré-politique au sens où
l'enfant y est un apprentissage, les élèves y sont un apprentissage, et un apprentissage qui nécessite un certain nombre de savoirs, un certain nombre de rencontres, un certain nombre de mises en place de situations données qui vont leur permettre d'entrer progressivement dans le politique et dans la compréhension de ce que c'est que le politique.